bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais essayer de faire le lien entre les blessures de Lise Bourbeau et les différentes attitudes du triangle de Cartman. Donc je voudrais quand même préciser un truc, c'est que tout ce que je partage ici sont des choses que j'ai observées surtout à l'intérieur de moi. Mais en fait, je vous parle de moi quand je développe toutes ces choses. Mais c'est vrai que je pars de théories qui ont été faites par d'autres. Et j'espère que je ne vais pas dénaturer leur travail en amenant ici des erreurs. Et donc je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que ce lien, il appartient qu'à moi en fait. Donc je reviens un petit peu brièvement sur les bases que j'ai développées dans les vidéos précédentes, dans le triangle de Cartman, sur les bases des 3 rôles du triangle de Cartman. Donc la victime, de manière caricaturale, elle subit, elle plaint, elle s'apitoie, c'est ce qu'on sait habituellement de ce truc-là. Le sauveur, il va s'apitoyer, le bourreau, il va critiquer, il va ironiser, il va dévaloriser. Ça, c'est comme ça qu'on présente le triangle d'habitude. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans ce triangle en reliant avec des polarités énergétiques et les blessures de Lise Bourbeau qui y sont associées. Pour comprendre cette association que j'ai faite, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'appelle « Le principe qui conditionne nos blessures », parce que sinon vous n'allez pas forcément tout comprendre et vous positionner peut-être contre alors que j'explique quelque part comment j'en suis arrivée là. Donc en prenant ce prisme-là, plutôt que de tomber dans la caricature qui explique le triangle, ça va être plus intéressant de se dire par exemple que la victime, elle cherche à être prise en charge, que le sauveur, il cherche à être indispensable et que le persécuteur, il cherche à prendre le contrôle sur les autres. Et suivant les blessures, on va voir qu'on ne va pas agir et prendre les rôles à partir de la même chose. Et c'est pour ça que c'est mieux de le voir comme ça plutôt que dans la caricature. Alors dans la vidéo précédente, je parlais des relations de pouvoir du triangle de Cartman. Et avec ce schéma, on voit que les rôles de force, de pouvoir, ils sont plutôt associés au sauveur et au persécuteur. Et le rôle de faiblesse, d'infériorité, quelque part, ça va plutôt être lié au rôle de victime. Okay ? Dans les blessures de Lise Bourbeau, il y a aussi les blessures de force. Ces 2 blessures de force, qui sont celles de la trahison et d'injustice, on peut imaginer que ces 2 blessures, elles vont être reliées à plutôt des rôles de force aussi dans le triangle, qui vont être les rôles de sauveur et de persécuteur. Alors c'est vrai que c'est plutôt le cas, ça va être des postures préférées quelque part, mais on a déjà vu que les blessures de force, elles vont être surtout là pour dissimuler des parties en nous qui sont plus fragiles et qui sont caractérisées par les blessures d'abandon et de rejet. Donc, c'est pas parce que c'est les attitudes préférées que, par exemple, l'attitude de victime, elle va pas se manifester. Et il faut savoir que tout le monde adopte en fait les rôles à tour de rôle du triangle de Cartman, suivant les situations qui se présentent. Mais quand le rôle de victime il est derrière une blessure de force, ça va devenir un petit peu difficile à reconnaître, d'où l'intérêt quelque part de cette vidéo. Et de la même manière, en fait, lorsque des rôles de force, comme celui du sauveur ou du bourreau, ils vont se manifester chez quelqu'un bloqué dans une blessure de faiblesse, donc plutôt celle du rejet et de l'abandon, on va voir que ça va prendre aussi des formes difficiles à reconnaître. Donc voilà. Donc là, on va vraiment dans toutes ces subtilités-là. Donc dans le premier cas de figure, on va prendre quelqu'un qui est bloqué dans la blessure d'abandon. Donc en général, ce que je disais, c'est plutôt une femme avec une polarité énergétique yang, masculine, qui s'est construite autour de ça. Pour comprendre pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai dit plus haut là. Et pour la blessure d'abandon, donc ce rôle favori, ça va vraiment être la victime. Donc comment ça va se traduire chez quelqu'un comme ça ? Là, on est vraiment dans la caricature totale. C'est le rôle de la victime qui se plaint, qui se déresponsabilise, une auto-dévalorisation et tout. En fait, ce qu'elle cherche, c'est à attirer une forme de pitié pour qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui donne de l'attention, et elle veut se montrer comme quelqu'un de faible de manière à obtenir une sorte de protection. Il y a vraiment dans sa posture une insécurité profonde, on va dire. Donc, dans cette personne dans l'abandon, quand elle va adopter le rôle de sauveur, parce que ça va arriver, ça va être trop. Elle va être une personne dévouée aux autres, qui fait tout pour les autres, jusqu'à presque se faire avoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clarté quelque part dans sa façon dont elle va aider les autres. Okay ? Avec cette personne, il y a vraiment un déséquilibre profond entre le don et le recevoir. Elle donne même sans y avoir été invitée parfois. Alors on pourrait penser que c'est chouette cette posture, mais le problème c'est que c'est pas un don désintéressé. Elle cherche en donnant à se faire aimer, à faire qu'on reste auprès d'elle, qu'on l'abandonne pas. Et d'ailleurs, elle va réveiller des blessures secondaires de rejet et d'injustice,
lorsque les personnes, par exemple, vont s'éloigner d'elle. Elles vont dire des choses comme avec tout ce que j'ai fait pour toi et tout ça, donc ça va se réveiller et elle va rejeter violemment avec colère et elle virera de cette manière-là dans le rôle de bourreau. Une autre forme de persécuteur de bourreau qui accompagne la blessure d'abandon, ça va être donc dans tout ce qui est le chantage émotionnel. Donc on peut aller de la menace de suicide par exemple dans un couple par exemple, mais sinon ça va prendre des formes de chantage affectif simple, hein. Quand tu fais ça, ça me rend triste, et on va mettre l'autre responsable de son bien-être de manière très forte en fait, de son mal-être aussi. Son idée, c'est de reprendre le contrôle sur l'autre quelque part en faisant ça, et donc on est dans la caractéristique du persécuteur, là que ça ne se voit pas forcément. Donc là, on va parler des deux rôles de force, celui de sauveur et du persécuteur, qui sont des postures qui sont plus visibles chez quelqu'un dans des blessures de force de la trahison par exemple. Donc quand quelqu'un en blessure de trahison, il va être dans une posture de sauveur, elle va aider en râlant. Oui, c'est comme si elle ne peut pas s'empêcher, mais ça l'énerve. Donc elle ne comprend pas trop pourquoi elle fait toujours les choses pour les autres, mais ça l'énerve en tout cas. Elle va bien montrer que les autres ont une dette envers elle et qu'on lui doit quelque chose. Donc ça, c'est vraiment ça. Soit sinon, ça va prendre une autre forme de sauveur, c'est elle va penser savoir à la place de l'autre en lui donnant des solutions toutes faites à ses problèmes, sans l'écouter vraiment. Son aide, elle va être un petit peu à côté et ça va rendre dépendant l'autre de ses conseils en fait. Okay, il n'y aura pas beaucoup d'écoute. Parce qu'en fait, au fond, elle ne cherche pas vraiment à sauver l'autre. Au fond, vu qu'on sait que ce rôle de sauveur, il permet quelque part de garder l'autre dans sa position de victime et de mal-être. Car on a vu, quelque part, le bénéfice secondaire du sauveur, c'est d'être vu comme une bonne personne aux yeux des autres. Et c'est pas vraiment d'aider. Aider, qu'est-ce que c'est? Quelque part, c'est redonner à l'autre son pouvoir de s'aider lui-même. Et un sauveur, il n'a aucun intérêt à faire ça. Donc quelqu'un qui est dans la blessure de trahison et qui prend le rôle de persécuteur, c'est une personne qui n'arrive pas à déléguer, qui veut toujours que les choses soient faites comme elle veut. Elle est dans la critique, dans le jugement si c'est pas ce qu'elle veut. Elle va user de la colère, de la peur pour l'obtenir. Elle fait des sortes de caprices en fait, comme une enfant. Mais c'est aussi quelqu'un qui, grâce à sa polarité masculine, elle a toujours été tournée vers l'extérieur. Et donc elle peut avoir une compréhension très très fine de comment manipuler les autres et obtenir ce qu'elle veut. Donc quand la peur elle va pas marcher, elle va user de manipulation et se servira à ce moment-là d'une posture de fausse victime en usant justement de chantage affectif. Donc il y a une autre forme de victime dans cette blessure de trahison, c'est de la planquer derrière une blessure de force. Donc ça va se traduire par des attitudes de provocation. Elle va passer son temps à provoquer des situations de conflit pour finalement chercher à instaurer des relations de supériorité d'elle par rapport aux autres. Surtout quand elle perçoit qu'une autre femme comme plus puissante qu'elle, les hommes, elle va vouloir les dominer. Ensuite, elle va crier au monde entier à quel point elle est victime de tout ça. Alors je sais que c'est difficile d'entendre ça, hein, mais il faut savoir aussi que c'est très inconscient. Et pourquoi ça reste quelque part terré dans l'inconscient? Et ben c'est juste qu'en bonne femme yang qui se respecte, et je sais de quoi je parle, hein, car si je vous décris ça, c'est vraiment parce que je viens de ça et que je suis encore ça. Et ben il n'y a rien de pire que pour quelqu'un qui est dans la blessure de trahison, d'imaginer qu'elle pourrait être victime des autres. Parce que la faiblesse, elle n'a pas sa place en fait. Et donc, pour cette personne, je reviens là-dessus, la clé, ça va être vraiment de laisser s'exprimer la partie vulnérable en soi, la partie faible, qui est dissimulée derrière toute cette force, et qui n'a pas le droit d'exister, qui passe sa vie, du coup, à agir en souterrain. On n'agit pas comme ça parce qu'on est démoniaque, on agit comme ça parce qu'on est blessé et fragile, en fait. Cette partie qui a peur d'être seule, qui a peur de ne pas être aimée, qui a peur de souffrir, elle est vraiment présente chez tout le monde d'une certaine manière. Et il faut juste prendre soin de cette partie-là. Et si on ne veut pas justement qu'elle nous fait agir en provoquant tout un tas de situations désagréables et les plus désagréables les unes que les autres. Donc comment on va traiter sa partie vulnérable? En général, comment elle est traitée par quelqu'un dans la blessure de trahison? Elle va la traiter exactement comme si on disait à un enfant qui a peur de lui dire « Mais non, t'as pas peur, sois courageux et prends sur toi, marche et crève ». Il y a vraiment quelque chose comme ça, ça marche pas.
ok. Donc c'est vraiment important d'avoir de la douceur vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de soi, hein. Et ça va être le maître mot de toutes ces femmes en blessure de trahison, la douceur. La douceur envers soi et la douceur envers les autres. Comme je disais aussi, c'est l'indulgence envers soi et avec les autres. Le grand mot, c'est pas bienveillance avec les femmes en trahison, c'est indulgence, vraiment. La deuxième partie, on va s'attaquer au triangle à partir de la polarité énergétique féminine, donc qui est la plupart du temps dans le corps d'un homme. Et on commence avec cette personne en blessure principale de rejet. Okay. Donc sa blessure favorite, vu qu'il est plutôt dans une blessure faible, entre guillemets, hein, parce que pour moi il n'y a pas de faible et de fort, hein, mais ça va être celle de victime. Donc quelqu'un dans la blessure de rejet, ça va être son corps qui va s'exprimer. On va avoir affaire à des gens qui manifesteront par tout leur corps une certaine tristesse. Leur posture, elle va chercher à inspirer la pitié lorsqu'ils vont être dans ces rôles-là. Ils vont attirer à eux des situations où ils se font maltraiter. Ça peut être par leur patron, mais aussi par toutes ces femmes justement en blessure de trahison qui vont essayer de les contrôler. Ça peut être aussi des situations qui vont leur arriver, hein, il va leur arriver des tas de merde, et il va se montrer mal dans sa peau. Puis il peut aussi avoir tout un tas d'addictions, comme la drogue, l'alcool, et en faisant ça, il va attirer des sauveurs qui vont pouvoir le prendre en charge, hein, parce qu'une victime c'est toujours ça, et vouloir le sortir de ces situations. Petite parenthèse, dans ce triangle de Cartman, c'est que chacun des rôles n'a aucun intérêt à sortir de ses rôles. Donc c'est pour ça que c'est très important de se relier à tous ces bénéfices secondaires et d'essayer de les déjouer parce que sinon on reste bloqué, on ne peut pas s'en sortir. Donc la personne en blessure de rejet, quand elle va devenir sauveur, elle va être un sauveur silencieux. Quelqu'un qui est toujours là pour écouter, qui va répondre présent dès qu'on lui demande et qui va se rendre indispensable par son écoute, pas forcément par ses conseils, et qui va essayer d'apaiser les conflits. Okay. Il va apporter une écoute inconditionnelle, mais quelque part, parfois, il va se rendre complice de situations complètement inacceptables, en fait. Il va se transformer quelque part en quelqu'un qui accepte tout, même l'inacceptable, et qui va devenir complice quelque part. Et qui va permettre à quelqu'un d'autre, en fait, de faire de la merde. Mal se comporter en toute impunité en ayant l'accord de quelqu'un, finalement. Celui-là, comment il va prendre le contrôle sur l'autre? Ça va être avec des silences. Il va rester terré dans son silence et il va essayer d'obtenir ce qu'il veut comme ça, sans rien dire. Lors d'un conflit, il va prendre la fuite, il va laisser l'autre dans un silence un peu insoutenable et sans que l'autre ait la moindre idée de ce qu'il pense. Et il va attendre que l'autre se débrouille tout seul, trouve toutes les solutions à sa place. Mais l'autre, il va être complètement sous son contrôle. Donc ça va être ce qu'on appelle les passifs agressifs. Alors maintenant, quand cet homme yin va développer sa blessure de force, c'est-à-dire l'injustice, donc ses rôles privilégiés vont être le sauveur et le persécuteur. Donc quand il va prendre le rôle de sauveur, ça va être à partir de la morale. Donc il va aider les autres parce que c'est bien moralement, et du coup il va accéder à une image sociale un peu de quelqu'un de bien. Un homme yin en injustice, et il veut vraiment paraître comme parfait avec ses critères de perfection, ça j'en ai déjà parlé. Et le problème, c'est que ça va être une aide avec une certaine condescendance à cause d'une relation de supérieur à inférieur. Donc il n'y aura pas de chaleur de cœur dans cette aide en fait, qui est si importante finalement aussi dans l'aide. Et sinon parfois en fait son aide, elle va être simplement reliée à des conseils moralisateurs, ce qui est acceptable de faire et ce qui n'est pas acceptable, ça va être dirigé par la morale et ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Quand il va prendre le rôle de persécuteur, ça va être aussi avec la morale. Il y a des choses qui se font pas. C'est vraiment le bien, le mal, la rigidité. C'est vraiment obtenir ce que je veux par la peur en adoptant des colères froides qui va provoquer un contrôle sur l'autre et qui va même faire exploser certaines femmes yang qui vont adopter des colères chaudes vis-à-vis de ça. Et il va bien leur montrer que c'est elles qui sont un petit peu folles. Hein, okay. Donc cette personne, quand elle va prendre le rôle de victime, ça va être dissimulé encore, hein, vu qu'il ne faut pas se montrer comme faible, et ça va plutôt être l'isolement, ça va se sentir comme j'ai pas ma place dans ce monde. Il remet son isolement sur la faute des autres, de ce monde qui est un petit peu injuste, qui est voilà, alors qu'en fait c'est un peu son attitude un peu intransigeante, plutôt qui va faire que les gens vont s'éloigner de lui. Mais lui, dans cette attitude de victime, ça va être vraiment je n'ai pas ma place dans ce monde est fou, je vais avoir de la colère vis-à-vis de symboles, de la société.
Voilà, ça va vraiment être l'État qui est contre moi et qui m'empêche d'être libre, qui m'empêche d'être moi. Voilà, il y a vraiment des trucs au niveau de plus grand comme ça. Alors je crois que c'est bon, tout le monde en a pris pour son grade. Et je voudrais que vous observiez un petit peu comment vous relationnez quand il y a une vidéo comme ça qui va un peu dézinguer et nous remettre un coup d'humilité par rapport à nos fonctionnements, en fait, de voir qu'on fait partie du problème et d'arrêter de remettre sur les autres. Donc est-ce que ça va provoquer de la colère ou est-ce que au contraire ça va vous aider à développer plus d'humilité parce que on peut vraiment se relier avec le fait que c'est extrêmement difficile, voire impossible d'exercer une sorte de contrôle là-dessus, alors que c'est ça qu'on a envie de faire finalement. Moi, je vais vous demander de réfléchir en fait sur ce que toutes les spiritualités elles nous invitent à faire. Elles ne cherchent pas à avoir le contrôle sur tout ça, mais elles cherchent simplement à nous faire lâcher. Lâcher nos envies de pouvoir, lâcher nos envies de manipuler, lâcher nos envies d'avoir le contrôle sur les autres. Et si on a conscience de rien, eh bien on ne peut rien lâcher. Et donc on ne peut pas faire ce lâcher-prise qui nous est demandé. Donc sur le net, on a comme deux types de personnes en fait qui vont nous aider à aller vers la version de nous-mêmes qui nous convient. Hein. Quand on regarde ce genre de vidéo, c'est qu'on cherche à ça. Donc on a les teams qui va chercher à nous faire évoluer par le changement, la volonté, et une qui va chercher à nous faire évoluer juste par l'observation et la contemplation et laisser quelque part émerger notre partie de nous quand on a conscience de tout ça. Et moi je fais vraiment partie de cette team là. Donc moi c'est juste d'exposer tous les mécanismes, de mettre en conscience, et j'ai une confiance absolue qu'une fois qu'on a vu tout ça, eh ben déjà le chemin est déjà presque gagné. Okay. Parce que à chaque instant on peut faire un choix qui va être le choix de la paix ou le choix de continuer ces guerres-là, en fait. Et le choix de la paix, ça va être aussi, du coup, être en accord avec son soi profond, parce que la paix, quelque part, se sentir en paix, c'est ne pas vivre sans arrêt des émotions désagréables, et finalement, ces émotions désagréables, elles émergent aussi quand on n'est pas en accord avec son soi profond. Donc ça va faire le lien avec la prochaine vidéo, en fait, quelque part, où on va essayer de discerner grâce à la CNV, en fait, par rapport à cette idée de besoin, et le fait que ces besoins sont associés vraiment à une idée de prise en charge de ces émotions et de ces sentiments. Mais ce que je vais essayer d'apporter en plus, c'est de discerner ces besoins par rapport au fait que si c'est des besoins qui vont servir quelque part l'ego, ou qui vont servir quelque part notre être qui est plus en accord avec nous-mêmes. Parce que parfois, en fait, on va être justement dans des besoins ou des envies qui vont être en lien avec ces envies de dépendance avec les autres. Donc ça fait lien avec la prochaine vidéo, hein, qui va être l'idée de reprendre la responsabilité de ses émotions, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va sortir du triangle de Cartman. Et là, on va revenir donc sur la CNV, donc je vous invite à aller regarder les vidéos sur la CNV que j'ai fait en début de chaîne, sur l'observation et les émotions. Et on va essayer de discerner un petit peu tout ça, en fait. On va essayer de continuer à déblayer tout ça et de ramener un outil quand même qui va nous aider à sortir de ce triangle. En fait, et la CNV, c'est vraiment un outil extraordinaire. Donc voilà, et ben à bientôt.